Alors tu poses la question sur le tikkun, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Bezrat Hashem le tikkun, de l'El Shavuot, quelques mots sur ça. D'abord, effectivement, il y a une ségoula, celui qui ne dort pas du tout. Celui qui ne dort pas du tout dans le tikkun, c'est une ségoula que le Harizal lui promet que cette année-là, il lui arrivera rien. Il n'aura pas de mauvais augure ou quoi pour lui, il finira l'année, etc. Donc, j'ai entendu dire que c'est pour ça qu'on voit des personnes âgées qui somnolent, tout ça. Effectivement, ils n'arrivent pas à tenir le coup tout le tikkun, les pauvres. Et il y a cependant. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ne pas dormir? C'est-à-dire, souvent, on a l'impression, on fait le tikkun, et comme ça dure longtemps, bon, alors pour une pause, on discute un peu, tout ça. Alors, il faut prendre en compte que c'est écrit à Yoshev Batel, qui Yashen Damé. C'est-à-dire celui qui s'assoit, qui est assis dans le Beth Midrash même s'il est dehors, il prend une pause, on ne parle pas d'une pause de 3 minutes, mais quelqu'un qui discute pendant un quart d'heure, 20 minutes dehors, comme ça s'appelle qu'il est Batel Matorah. Et s'il est Batel Matorah, c'est écrit qu'il est Hashem Damé, il ressemble à celui qui dort. C'est-à-dire à la limite, il vaudrait mieux qu'il dorme. Pourquoi? Parce que quand il dort, il n'y a pas de lashon hara, et puis il récupère des forces pour que cette fille-là le matin soit bonne. Alors que là maintenant, il est en train de gaspiller des forces, il va être éclaté le lendemain matin. Donc en fait, il n'a rien à gagner à rester éveillé pour la forme, pour dire voilà, j'étais réveillé. Ça ne sert à rien. Rester réveillé, ça veut dire étudier. Sauf, on ne dit pas celui qui prend une pause celui qui fume, il fume 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, il prend un café, il se repose, ça va, il se lave la figure. On ne parle pas de ça. Mais on parle de s'asseoir et de discuter, et de passer le temps comme ça. D'accord? Perdre du temps. Ça ne sert à rien. C'est même du gâchis, tu vois. S'il y a du lashon hara, et si c'est dans le Beth Midrash, si c'est dans la synagogue ou dans le Beth Midrash et qu'ils discutent, c'est un issour. Shulchan Aruch, dans Kuf Nun Aleph, l'article 151, il ramène que c'est mash issour hamour. Et en plus, le Shulchan Aruch, dans le Kuf Rav Daled, l'article 124, dans la halachot de Chazarat Hashaler Tzibur, dans la Hamida, il dit que celui qui dit des vrais choulin pendant la Chazarat Hashaler Tzibur, Goharimbo, c'est-à-dire on le gronde, on le réprimande. Et il emploie un langage dur, quoi. C'est-à-dire que les dibourim dans la synagogue, vraiment c'est quelque chose qui est grave, et on a tendance à le prendre à la légère un peu. C'est le genre de mitzvah qui est qualifié de met mitzvah un petit peu. Met mitzvah, ça veut dire quoi met mitzvah? C'est un mort qui a personne pour l'enterrer. Qu'on attend qu'une personne, il y aura quelqu'un à la fin, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a peu de gens qui sont conscients de l'interdit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? La comparaison, c'est par exemple, bon, en principe, quelqu'un qui décède. Là, le beau-père d'un ami, il a décédé mercredi, par exemple. Tout de suite, bon, la veille même, il m'a appelé, il pensait qu'il était agonisant, qu'il allait même mourir la veille. Il n'est pas mort la veille, finalement. Et on était prêt à aller là-bas, tout ça, tout le monde est autour de lui. Ça, c'est la situation normale. Mais une situation qui est anormale, c'est, on trouve parfois des gens qui sont morts tout seuls dans leur maison, et on découvre leur cadavre après 1 semaine, après 1 mois, des choses comme ça, c'est des choses graves. Et parfois, il y a une personne qui meurt sur le chemin. Et il n'y a personne qui s'est rendu compte. On le trouve à la pâture comme ça, Dieu préserve, c'est quelque chose de grave. Ou alors elle vient de mourir, donc il faut s'occuper de son cadavre, on ne sait même pas qui c'est. On voit que c'est un juif par certains signes. Et donc ça s'appelle Met Mitzvah. Met Mitzvah, en principe, aujourd'hui, avec le béton et tout ce qui se passe, c'est pas possible, mais en principe, Met Mitzvah, connaît mais comment, où on le trouve, il faut l'enterrer à cet endroit-là. Ça s'appelle Met Mitzvah. La comparaison, la parabole, elle veut dire, Met Mitzvah, c'est quelque chose, c'est une mitzvah qui est un peu anormalement dédaignée, si tu veux. Donc ça ressemble à un Met Mitzvah. C'est pas une situation normale qu'une personne meurt et que personne ne sait même qui c'est. On voit le cadavre quelques jours après et on ne sait même pas qui c'est. C'est anormal. Ça peut arriver, mais c'est anormal. Tu comprends? Ça s'appelle Met Mitzvah. Et donc il y a une mitzvah qui s'appelle Met Mitzvah, entre guillemets, c'est parabolique. C'est une mitzvah que on a beau le dire aux gens, mais bon, personne ne sent que c'est quelque chose de grave. Il y a quelques mitzvot qui sont comme ça. L'une d'elles, c'est de parler d'ibouré choulin, des choses profanes, dans la synagogue. Dans la synagogue. Pas seulement Beshaat Tfila. Beshaat Tfila, c'est encore plus grave. Il y a des pancartes, c'est écrit
Lo medabrim bishat atfila, asur ledaber bishat atfila. Alors, bon, c'est normal, c'est vrai ce qui est écrit, mais l'allusion, si tu veux, c'est un peu une allusion au fait que, bon, si la tfila est terminée, ça va, on peut parler. Ce qui n'est pas vrai, c'est légèrement, c'est moins grave, mais c'est très grave quand même. Donc, c'est vrai que c'est assourd de parler pendant l'heure de la tfila, mais même après l'heure de la tfila, hein, s'il y a quelque chose de profane à dire, il faut lui dire, bon, il faut dire à la personne, viens, on sort dehors. Moi, par exemple, je travaille plutôt à Holomi. Je travaille, et parfois il y a des informations qu'on me demande. Alors, la synagogue, tiens, toi qui travailles plutôt à Holomi. D'accord. Alors, je leur dis, viens, on sort. On va au lobby ou dehors ou à côté de... Pourquoi? Parce qu'ils commencent à me poser des questions, les lois, les trucs, machin. Tu vois. Bon, si j'arrive à lui répondre, mais peu importe. Le centre du problème, c'est de ne pas parler de choses profanes dans la synagogue. Il faut avoir le réflexe, l'instinct de ne pas répondre. Et même dans cela, on a le droit de mentir, entre guillemets, de bouger les lèvres comme si on était en train de murmurer des télim. Quelqu'un, il te dit quelque chose de profane, il veut te parler et tu sens qu'il va pas comprendre. Tu vas lui dire non, tout à l'heure, il va se vexer ou quoi. Tu peux faire semblant, comme ça, bouger les lèvres comme si tu disais télim, il va te laisser tranquille. Tu peux parler pendant la Kedusha? Non, ma putain. Voilà, interdiction de parler. Non, c'est autre chose, c'est interdit en plus. Mais il y a rien. Maintenant, tu es tout seul dans le Beth Midrash. Ou avant, tu rentres, il y a un ami qui est dans le Beth Midrash tout seul. Vous attendez le minyan. Le minyan, il arrive dans 5 minutes, dans 10 minutes. Le shiur, il arrive dans 5-10 minutes. Entre-temps, vous discutez. Tiens, qu'est-ce que tu as fait? Dans quoi tu travailles, tout ça. Bon, c'est sympa, tu t'intéresses. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui est solitaire. Tu veux lui donner de l'attention. C'est très bien. Mais pas dans la synagogue. C'est interdit dans la synagogue. Va dans le lobby à côté, sors dehors avec un petit café. Viens, je te fais un petit café. On le déguste dehors pour lui donner l'attention qu'il faut. Mais il faut se dégager de l'angoisse d'être obligé de donner l'attention à une personne dans le Beth Midrash ou dans la synagogue pour dire des vrais profanes. Parfois on est piégé parce qu'une personne qui a besoin d'attention, tu vois, une personne, tu sais qu'elle s'est disputée avec quelqu'un, tu veux l'encourager ou quoi, bon. Mais faut pas tomber dans le piège. Alors tu dis un mot ou deux parce que tu sens que la personne elle va craquer, mais il faut tout de suite sortir. Si on est dans des communautés, genre, il y a des communautés en France ou ailleurs où c'est des gens, ils sont très éloignés. Tu vois, des gens qui sont vraiment, ils font une faveur, qui viennent une fois ou deux l'année, ils rentrent dans la synagogue, c'est pas le moment de leur dire qu'il faut pas parler. D'accord? Tu vois, il vient des cheveux longs, tu sais qu'il est avec une goya ou quoi, bon, celui-là, on parle pas de cas de... Une fois de l'année pour parler, autant qu'ils viennent pas. Non, justement, c'est ça le piège. Non. D'abord, faut créer le récipient. Et ensuite, on verse l'eau. On a un seau troué. Change de seau et ensuite, tu verses l'eau. La personne, elle est complètement out, elle est déconnectée, elle est à côté de la plaque. Elle est rentrée par accident à la synagogue. Il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. Ceux qui travaillent dans un RIM ou dans des organismes qui font approcher des gens très éloignés. D'accord? Même Lubavitch, parfois en Thaïlande ou dans des endroits très éloignés, tu vois des gens un peu babakou, qui touchent de la drogue ou quoi. Tu veux les rapprocher. Et pendant la fête, ils viennent pendant la fête. Ils font Pessah, font Shabbat avec eux, quoi. Parfois, celui qui leur donne une conférence, qui leur explique ou quoi, à table, ils se mettent à fumer. Pas pendant la fête. La fête, si c'est de feu, on fait passer du feu d'une bougie allumée, c'est moutard. C'est pas beau pendant le repas. Mais Shabbat, c'est interdit, c'est sur Torah. Le type, il fume. Tu vois, il y en a 2 ou 3 qui fument à table. Alors, dans ces cas-là, il ferme les yeux. Parce que tu sais que si tu lui fais une remarque, il part, il ne reviendra pas. Il y a une bonne chance qu'il partira, il ne reviendra pas. Donc là, c'est... Oui, mais c'est aura pratique. Dans chaque cas, ça c'est pas oracle. Ce que je dis, c'est pas la khalémassé qu'il faut m'écouter, voilà, et Abraham il a dit, c'est pas ça. Il faut, dans chaque cas, il faut, du coup par coup, il faut aller voir un rav mousmar d'autorité et lui poser la question. Voilà mon cas. J'ai j'ai mon beau-frère, j'ai mon gendre, je sais pas quoi, il est complètement à côté de la plaque et il a atterri chez nous, il va être chez nous pour la fête, pour Shabbat. Qu'est-ce que je fais? Ou alors quelqu'un, il t'appelle, il te dit, est-ce que je peux venir Shabbat? J'ai entendu le Rav Ben Sion Moutsafi. Il est mahmir, il est très mahmir ce Rav. Il est vraiment mahmir, tu vois. Parfois même quand il donne des halachot, il connaît très bien les chumot et les mitzvot. Mais il mélange un peu les chumot avec les halachot. Il est mahmir. Non, je veux dire que quand il enseigne halacha, il a un peu tendance à amener la chumra comme si c'était la halacha elle-même, parce qu'il a il est makpid, mais Zkene Yerushalayim, c'est un très grand Talmid Chacham.
Et il est vraiment en plus adorable. C'est un homme adorable. Je l'aime beaucoup, ce Rav-là. Je l'ai connu un petit peu. Et lui, j'ai entendu qu'on lui a posé la question. Lui-même, il a donné dans un chiot. Ou, par exemple, quelqu'un d'athée, de non religieux, tu vois. Et il s'agit de l'inviter Shabbat. Et tu sais que s'il vient Shabbat, en principe, il viendra avant Shabbat peut-être, tu arriveras à le convaincre, mais il y a de bonnes chances qu'il reparte en voiture, tu vois. Alors, tu sais pas quoi faire. Ta femme te dit, ouais, mais si on l'invite, il va repartir avec la voiture. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Alors lui, ce que j'ai entendu dire, bon, opam, chaque cas, il faut poser la question. Mais lui, ce qu'il dit, oui, laisse-le venir. Pourquoi? D'abord parce que tu lui prépares un lit, tu lui dis, si tu veux reste, ne reste pas. Nous, on l'oblige pas à rester. S'il veut partir, c'est son choix. Mais s'il reste à la maison, qu'est-ce qu'il fera à la maison? Il va commencer zapper avec l'internet, truc, machin, il va sortir, il va faire même des avérotes. Donc à la limite, quand il sera chez toi, il y a une chance qu'il fasse déjà beaucoup moins d'avérotes. En plus, il va goûter à l'ambiance, ça va peut-être lui allumer l'étincelle, ça va peut-être lui allumer le démarreur et le tenter et le faire comme un appât, ça va tu vois. Donc dans ce cas-là, on ferme les yeux. Il y a des cas où, dans notre génération, il faut beaucoup fermer les yeux. Il ne faut pas il vaut mieux que tu viennes pas toute l'année, si tu viens pour faire ci, il faut pas répondre comme ça. C'est un art de se rapprocher des éloignés. Il faut savoir comment leur parler. Il faut mesurer le récipient qu'il a capacité d'entendre et lui donner selon la capacité qu'il entend. Le Thomas Dora, il ramène ça il dit que donner un message qui dépasse la capacité d'écoute ou de digestion, de digérer de la personne qui reçoit, c'est goremet takala, ça endommage, ça nuit à la personne. Donc à la limite, c'est à nous de ne pas donner un message qui va dépasser la capacité d'écoute de celui qui va entendre. C'est important, c'est de la chokhma, ça. Mais c'est important parce que parfois, tu as des gens, ils parlent, et bonjour, bonsoir. Ils parlent et ils disent des choses, tu vois que c'est disproportionné à la personne qui écoute. Tu vois, la personne qui écoute, elle est agacée, elle est même repoussée, tu vois. Et donc, en fait, il y a une nuisance. Ce qu'il a dit, c'est cachère, c'est de la Torah, mais il a été trop loin par rapport à la personne. Elle ne veut pas rentrer dans ces détails-là, ça l'agace, elle se sent étranglée, étouffée, tu vois. Donc, il faut savoir comment aérer la chose. Et dans le progressif, savoir comment le capter. Vous connaissez les guerriers Hillel avec Hillel. Vous racontez plusieurs fois cette histoire-là. Que l'un, il voulait apprendre la Torah à la Regalachat, il a été chez Shammai, il l'a renvoyé. Il a été chez Hillel, il lui a dit Ve'ahavta l'eracha kamocha, et tout ce qui est, tout le reste, et pour Aliotse, est conséquence de ça. Alors il y a un passouk qui dit, donc il y a des gens qui sont chilonim qui disent, moi, je fais pas de mal à mon prochain, mais les mitzvot envers Hachem, il veut pas entendre parler, Kippour, Shabbat, il veut pas entendre parler. Il y a un passouk qui dit, Re'acha c'est ton prochain, et Re'e avicha al ta'azov, c'est-à-dire, ton prochain est le prochain de ton père, c'est qui le prochain de ton père? C'est Hachem. Ne les abandonne pas. Alors, ve'ahavta le re'acha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, ça inclut Hachem aussi. Donc, si tu dis ve'ahavta le re'acha, re'acha ve'avicha al ta'azov, et donc le prochain de ton père, qui c'est? Atitosh Torah Timecha, la tradition de ton père, c'est Hachem Barach. Donc, ça inclut dans tous tes mitzvot envers Hachem. Tu comprends? Et les Hilaim te disent non, moi, je nuis à personne, mon prochain, tu vois. Il sait pas ce qu'il a dit. Donc, il savait ce qu'il disait. Après, plus tard, le gars lui dira, mais attends, tu m'as dit juste, tu me donnes des mitzvot maintenant envers Hachem. Il dit non, c'est inclus dedans. Tu comprends? Bon, il faut savoir comment envoyer un cheval de Troie, tu vois, quelque chose qui va inclure autre chose et sans... Plus tard, pour qu'il te dise, si après il te dit, il t'attrape à la kham, tu comprends, il te dit, mais tu m'as dit ça, maintenant tu te contredis. Non, je me suis pas contredit. Mais tu attends le bon moment. Il y a le bon moment, ou même parfois la personne d'elle-même, elle vient. D'elle-même, parfois elle-même, elle vient. Elle dit, j'en peux plus, ça y est, j'ai fait des compromis, ça fait 3 mois que je viens chez toi, Shabbat. Maintenant, je supporte plus de rentrer en voiture. Je peux rester chez toi, tu comprends? Et du fait que ça vient d'elle-même, c'est blindé. C'est très fort. Tandis que si tu lui dis, non, reste, c'est tout, à la fin, elle reste parce qu'elle a honte, ça, c'est volatile. Elle va rester une fois, après, elle ne reviendra plus. Comment? Mais si tu as la patience, que tu attends que ça vienne d'elle-même, à ce moment-là, ce sera blindé. Il y a une histoire en ce moment récente qui sort sur un russe qui s'appelait Samion, déconnecté complètement de la Torah. Et il était immigrant à la Torah et il était sur TikTok, tout ça, plein de trucs. Il était une espèce de star comme ça, c'est-à-dire beaucoup de Hokvim. Et il était aussi alcoolique.
Et, un jour, il a fait un rêve la nuit. Il rêvait qu'il cherchait ses tefilines partout, dans le rêve. Mais lui, les tefilines, c'était un homme de la cinquantaine. Jamais de sa vie tefilines, la Russie, c'était complètement le truc anti-religieux, tu vois. Et dans son rêve, il cherche les tefilines dans sa maison, partout comme un fou. Et il sent que s'il trouve pas les tefilines, comme si sa vie, elle dépendait de ça. C'est une question de picouar nefesh, de vie et de mort, tu vois. Il était angoissé dans le rêve. Il se rêve en sueur, il se rêve en angoisse, comme ça. Et l'angoisse, elle reste indélébile en lui. Elle le quitte pas, même après l'éveil. Il sait pas quoi faire. Il téléphone à un rave que par le TikTok, il avait aidé à faire une pub pour ramasser un peu des dons pour des bonnes œuvres, pour aider des pauvres, etc. Un rave russe aussi. Il appelle et il lui dit, il va le voir et il dit voilà, j'ai fait ce rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le rave lui dit peut-être qu'il est temps que tu mettes des tefilines. Alors il est peut-être temps. Alors ça veut dire quoi comme ça? Il dit bon écoute, d'accord, amène-moi des tefilines. Il avait une angoisse comme ça. Il avait envie, tu vois, de lui-même, il avait envie. Il a commencé à porter des tefilines. Pas Bet Knesset, Minyan et tout ça, Artar, Shahad, Krat, Shema, non, juste les tefilines. Et en plus, il venait chez le Rav, genre, pose-moi les tefilines. Genre, c'est le Rav qui doit lui poser les tefilines, tu vois. Bon, c'est, à son stade, c'est déjà énorme. Et un beau jour, après quelques temps, il était alcoolique. Il se dit, et si aujourd'hui je ne bois pas d'alcool, qu'est-ce qui se passe? Mais alcoolique, ça veut dire plusieurs doses par jour. Donc les gens alcooliques, en principe, s'ils arrêtent, ils peuvent voir des araignées grimper sur les murs ou quoi. Enfin, ils ont des effets secondaires très durs, tu vois. Il dit, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête? Il arrête, la journée passe bien. Le lendemain, il dit, j'ajoute quelques heures, j'ajoute une journée, une deuxième, troisième. Il dit, comme par miracle, il était désintoxiqué. Et aussi, il a réussi à sortir de cette histoire de TikTok parce qu'il dit qu'il était accoutumé au TikTok, aux réseaux sociaux. C'est-à-dire, il n'arrête pas de quitter tout le temps les combien de rating, combien comme ça. Il n'arrive pas à quitter l'écran. C'est aussi une forme de accro comme ça. Et que ça lui a réglé sa vie. Mais le message de cette histoire, c'est venu de lui, entre guillemets. Tu comprends? Donc, tu aurais fait ça par force au début, avant que le récipient il soit prêt. Le type, il te regarde, il dit bon, ok, d'accord, et puis il se sauve. Il s'esquive, il ne veut pas te voir. Mais quand ça vient de lui, uniquement, il accroche. Après, il a fait un film sur ça, il a raconté ça, il se sent obligé de le raconter aux autres, dans l'espoir que quelqu'un, il va aussi être inspiré par lui et faire la même chose. Tu comprends? Alors que lui-même, il a dit qu'en Russie, il était complètement anti-religieux. Si quelqu'un lui parlait de religion, au bout de 10 secondes, 20 secondes, tout de suite, la sueur, les nerfs, il ne veut pas entendre parler de ça, mais alors, bichlal, tu comprends? Donc il vient de loin quand même, c'est pas... Donc ça, c'est le charme de savoir attirer une personne sans forcer la main. Et c'est toujours important de faire ça. Bon, parfois il n'y a pas le temps, mais en principe, il faut essayer de créer le temps de ne pas bourrer la personne. Savoir donner des messages où il y a une fuite. Donner un message avec des allusions. Ne jamais mettre une personne au pied du mur si possible, parce que là, elle se sent, forcée, elle veut fuir. D'accord? Alors on revient à la nuit de Limoud. Donc il faut essayer de rester éveillé, mais à condition qu'on étudie. La grande majorité du temps, avec une petite pause, mais pas des longues pauses. Des petites pauses juste pour récupérer, si tu avais la figure, ne pas craquer, ne pas essayer de régénérer un peu les forces, mais c'est tout. Le Icar, maintenant la personne elle se dit, écoute, je suis tellement fatigué. Il y en a un, il m'a appelé la dernière, il était éclaté. Tu peux m'expliquer de quoi vous parliez? On parle de la nuit d'études de Shavuot. La nuit d'études de Shavuot, tu as entendu parler, n'est-ce pas? Où on reste réveillé. J'ai fait une fois. C'est à Shavuot? Ouais, Shavuot. À Shavuot et au Hoshana Rabbah. Okay. Maintenant, c'est Shavuot. Okay. Shavuot, c'est encore plus important que Hoshana Rabbah. Même plus tard. Oui, il fait ça. Mais Shavuot, c'est l'essentiel. C'est la nuit la plus importante où on a une promesse du Harizal, le Rav Tzrak Loria, qui dit que celui qui reste assidu au limoud sans s'endormir toute la nuit, il lui arrivera rien dans l'année de grave. Et bon, c'est l'une des choses aussi. C'est écrit Nirtav Besefer Azichronot, il est écrit dans le ciel, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres promesses. Mais ce qui est Tachles, il a quand même une promesse assez importante. L'année dernière, il y a quelqu'un qui m'appelle, et ça arrive souvent cette question-là. Il était vraiment éclaté, il n'a pas pu se reposer, il n'a pas pu récupérer une sieste avant la nuit d'études. Il a été vraiment à moitié endormi. Il dit je veux me dormir après le repas, me lever vers 1h du matin jusqu'au matin. Tu vas étudier comme il faut. Alors justement, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que le Ikar, l'essentiel du Tikkun, pour celui qui n'a pas la force de tenir toute la nuit, le Ikar du Tikkun, c'est la première partie de la nuit, jusqu'à Chatzot. Et
l'essentiel jusqu'à Hatzot, c'est de lire la partie du Tikkun de Torah chez Bertav. C'est-à-dire, à Shavuot, tu auras une partie de chaque paracha, comme ça, 3 premiers psukim, 3 derniers psukim, etc., sur tous tes parachiotes, après les autres livres du Tanakh, etc., jusqu'à la fin. Cette lecture-là, c'est le Ikar, c'est l'essentiel du Tikkun. Après, c'est important, mais c'est secondaire par rapport à ça. C'est ça l'important, et c'est la première, il faut essayer de finir ça avant Hatzot. C'est ça le truc, donc il faut commencer tôt. Hatzot, c'est 12h37 aujourd'hui. À Elad. Donc ça doit Rosh Hashanah plus ou moins la même chose. Donc en fait, mais à la synagogue, ils ont publié qu'ils commencent à 10h30, admettons. D'accord ? T'as 2 heures devant toi. Mais tu arrives chez toi, le repas, il est pas la table n'est pas encore dressée. Marpat-lecha, commence déjà maintenant. Tu peux commencer. Ça prend une demi-heure jusqu'à ce que les invités viennent, je sais pas quoi. Entre-temps, tu commences. Après, on fait le repas. Et après le repas, tu peux continuer tout seul à la maison. Tu finis le repas à 9h30. Lis pendant 1 heure jusqu'à 10h30. Tu comprends ? Après, tu vas à la synagogue, tu es aux 2 tiers. C'est pas ça le plus long, c'est les 6, c'est le mitzvot. Oui, Tarek Mitzvot, c'est important aussi, mais c'est pas aussi important que la première partie. Et la première partie, c'est chronométré jusqu'à Hatzot. D'accord ? C'est pas que c'est plus valable, c'est que c'est moins valable. L'essentiel, c'est d'arriver à ça. Donc, je le dis essentiel, si tu tiens le coup jusqu'à ça, et après, va dormir. Et il a tenu le coup toute la nuit, je crois. mais peu importe. Mais si quelqu'un il est éclaté, c'était pas le but de l'embobiner ou quoi, mais c'est pour lui, c'est ça la réponse. Donc parfois on est tenté, tout ça, mais d'accord. Maintenant, bon, après pendant la nuit, on voit qu'on n'en peut plus, il faut se reposer. Et tu sais que la tfila, c'est hors de question de la passer correcte. Alors à ce moment-là, l'essentiel aussi, c'est la tfila. Elle est plus importante que cette roumra ou ces goûts-là de rester réveillé toute la nuit. Donc il y a un ordre de priorité. Si tu vois que vraiment c'est une lutte, même réveillé, même debout, tu t'endors, et que tu sais que la tfila, c'est hors de question, tu vas jamais la passer, à ce moment-là, il vaut mieux faire une petite sieste, effectivement. D'accord ? Et il y a aussi... Tu parles de quelle tfila ? Quelle tfila du matin, de Shavuot le matin. Shacharit, le matin. Quand on n'a pas dormi de la nuit, après on arrive à Kriyat Shema, pendant Kriyat Shema, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu te réveilles, tu vois les gens, ils commencent la mida, tu te réveilles et tu dis, j'étais en plein Kriyat Shema, qu'est-ce que je fais, tu vois. C'est le topo. Tu entends la Aseret HaDibrot, les 10 commandements, au Sefer Torah, Anochi Hashem Elokecha, et tu te réveilles au 10e commandement, tu vois. Il est complètement éclaté, le type. Alors si tu vois que ça va être ça le scénario, il vaut mieux se reposer un petit peu. À la limite, si ça se trouve, ça peut être le même scénario le matin. Le matin, au début, là, tu vois que c'est comme ça. À ce moment-là, va fermer les yeux quelque temps, une demi-heure, si tu veux, prier honnête. Si tu sais qu'il y a un autre minyan à 8 heures, alors va dormir 1 heure ou 2, parce que la tfila, c'est hors de question de la faire comme ça. Tu peux pas... Tu vas au mikvé ? Le Bnei, oui, je vais au mikvé le matin avant la tfila. Et c'est très important. C'est très important, d'après la Kabbalah, on l'a dit la dernière fois, d'après la Kabbalah, quand on a tenu le coup, qu'on a chaque jour, on n'a pas loupé, ce soit à Yom Shlosha V'Arbaim Yom Omer Shehem Shavuot Ve Yom Echad, quand on a tenu le coup et qu'on a toujours compté chaque jour, d'après la Kabbalah, on arrive au Keter, le but, la finalité, au matin, à la Kedusha. Et avant cela, il faut être prêt par le mikvé. Et ça, comment dire, ça donne le récipient pour recevoir le Keter. Donc à l'aube, quand on finit le limoud, tu vas à l'aube, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tac, tu trempes, ensuite tu vas à la tfila, c'est un peu. Avant la fête, comme avant le Shabbat. Oui, là tu vas au mikvé aussi, tu peux y aller. Mais c'est pas valable ? Non, c'est pas que c'est pas valable, c'est qu'il y a un inyan particulier avant la tfila de Shacharit qui est important spécifiquement à Shavuot. Pour le Mahamad Arsinaï, parce qu'attention, quand on entend la lecture de la Torah des 10 commandements, c'est écrit que c'est comme si on entendait Mamash, les 10 commandements au Mont Sinaï. C'est pas seulement Zecherle, une nostalgie ou un souvenir pour ne pas oublier la tradition, c'est plus que ça. Il y a une ashpa'a, une influence, comme si on recevait la Aseret HaDibrot, Mamash. Donc c'est important, au point où il y a un victoire dans la halakha, est-ce qu'il faut être debout pendant la Aseret HaDibrot ou pas ? Et la maska, après le Rav Ovadia, non. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à l'époque des
des kofrim, des minimes, que eux, ils voulaient dire que l'essentiel de la Torah, c'est que les 10 commandements. Alors, si tu restes debout pendant les 10 commandements et le reste de toute la Torah, tu restes assis, ils diront, tu vois, l'essentiel, c'est les 10 commandements. Le reste, ça n'a pas d'importance. Alors, pour leur clé le bec à cela, donc on reste pas debout. Sauf, qu'est-ce qu'on fait dans certaines communautés où ils ont la coutume de rester debout et ils savent que c'est pas bien de rester debout, il faut monter un chacham. Ou alors celui que son père, il monte à la Torah, il a la mitzvah, il doit se lever parce que son père, il monte à la Torah, donc il restera debout. Ok, il y a des façons de rester debout, mitzvah, béter. Mais stam comme ça, parce que c'est à certains dibrot, il y a des communautés qui ont la coutume, mais on va dire, c'est pas bien de faire ça. Il me semble que le Rambam, il était contre ça, parce qu'il y avait l'histoire des millimètres. D'accord? Donc, faut bien être réveillé à ce moment-là, d'accord? Moi, je me rappelle, il y a un an ou deux, il y avait Oshana là-bas, pendant qu'ils faisaient les akafot, je tenais plus le coup. Je suis sorti dans la soukha, parce que c'était encore soukot, à Oshana là-bas. J'étais dans la soukha en bas de la synagogue, je suis resté pendant 10 minutes, un quart d'heure. J'ai dormi pendant 8 un quart d'heure pendant les Oshana là-bas. Après, je suis revenu, ils avaient fini Oshana, et puis j'ai pu faire le moussaf comme il faut. Bon, mais j'avais les piles qui pouvaient... Tu sais, quand un téléphone il est à 0, tu le mets à 8%, donc tu peux juste faire une communication ou deux, et puis c'est fini. C'était juste ça, tu vois. Mais ça m'a permis de tenir le coup après. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça plutôt que tout le temps avoir tout découpé, s'endormir en pleine phrase, etc. C'est pas bon, c'est pas valable, ça. Voilà, c'est pas valable. On est mal, on lutte là. D'accord. C'est pas bon. Demain, c'est Yom Yerushalayim, ce soir. Yom Yerushalayim. Le Rav va dire, il attache une importance à ce jour-là. Non, c'était aujourd'hui. Je crois que c'est ce soir. C'était aujourd'hui. Ah bon? Ah oui. Ah. Ils ont décalé, je sais pas pourquoi. Ok. C'était aujourd'hui. J'ai entendu une histoire sur le côté de la Maravi. Non. Oui. En fait, ils ont décalé pour ne pas que les gens ils aillent fêter ça le vendredi. Ah, donc Vendredi, il l'a avancé d'un jour à cause de ça. Exactement. Et en fait, ça devait être demain. J'ai compris maintenant. C'est pour ça qu'il y a un bilboul. Oui, Il y en a qui demain. disent c'est aujourd'hui, il y en a qui C'est disent demain. c'est demain. D'accord. Ce soir et demain. Ok. Alors, il y a une belle histoire que j'ai entendue. C'était une femme. Elle avait un fils. Son fils, il a quitté la Torah. C'était à Jérusalem. Et cette femme-là, elle était embêtée. Et comme on a dit, par force, rien ne sert. Tu vois. Il est devenu motard avec les copains, tu vois. Bon. Et même, souvent, il était absent à la maison, il habitait à moitié ailleurs. Enfin. Et puis elle s'est dit, bon, par la force, rien ne va. Elle habitait à Jérusalem tous les jours, elle allait au Kotel Amaravi. Je dis ça parce que Yom Yerushalayim, on a repris le Kotel. Elle allait tous les jours au Kotel Amaravi, et là-bas, elle priait des Télim, et elle pleurait là-bas chaque jour. Chaque jour, elle versait son cœur. Chaque jour. Et au bout d'un moment, bon, ça marchait toujours pas. Elle s'est dit, si j'arrive pas à faire revenir mon fils, au moins que je fasse revenir quelqu'un d'autre. Elle s'est inscrite. Il y a des organismes comme ça où quand ceux qui font un peu de tchouva ou quoi, ils cherchent des familles pour leur montrer l'exemple du Shabbat, tu vois. Alors, il y a une jeune fille qui était mitrazeket, de tchouva, qui devait passer Shabbat chez eux. Donc elle s'apprêtait à la recevoir à la maison, tu vois. Et elle commençait à préparer des choses à la maison. Et on tape à la porte. Et elle voit la jeune fille qui rentre. Elle était contente. Elle avait un regard posé. Comment? Chez elle. Chez elle à la maison, ouais. Elle s'est dit, bon, assieds-toi, elle y prépare une limonade et tout. Et juste, elle était en train de préparer la pâte pour faire un gâteau pour le Shabbat, quoi. Au moment où elle s'assoit, la jeune fille, dans le salon, elle commence à préparer la pâte. La porte qui s'ouvre, qui c'est qui débarque? Son fils avec le casque de la moto, tu vois, comme ça. Il débarque comme ça. Elle est embêtée parce qu'il dit, maintenant, il y a une jeune fille qui vient pour faire tchouva et tout, et son fils qui rentre avec la moto, ça va pas ensemble, tu vois. C'était le quiproquo, mais bon, c'est son fils, qu'est-ce qu'on va faire? Elle lui dit, écoute, ça va, bon, Shabbat Shalom, vous voulez qu'il parte sans le renvoyer. Et le fils, il voit la jeune fille au salon, il a commencé à se coller, tu vois, il dit comme ça. Ah là là, la femme, elle était embêtée. Elle fait le gâteau, et en voyant le fils, encore, elle avait sa prière de chaque jour, elle fait la pâte du gâteau, et elle avait une larme qui est tombée, et elle savait pas quoi faire, elle était distraite, et la larme, sans qu'elle fasse attention, elle est tombée dans la pâte du gâteau. Dans la pâte du gâteau, elle a pétri ça avec. Alors, vite, elle voulait finir vite pour aller surveiller ce qui se passe. Et bon, elle lui sert un gâteau à la jeune fille et à son fils aussi. Elle lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas pas Shabbat? Tu passes Shabbat avec nous? Non,
Il dit, je t'en prie, viens, retourne nous voir samedi soir, comme ça. Elle voulait pas qu'il y ait une ambiance qui se prête pas. Le fils, bon, il a compris l'allusion, il a pris son casque et il est sorti dehors. La jeune fille, ils ont passé un bon Shabbat. Dès que le Shabbat est sorti, la porte, elle s'ouvre. Le fils, il rentre avec le casque, ça, il débarque, tu vois, le motard. Et elle dit, oh, encore, elle n'a pas eu le temps de dire à la jeune fille de partir ou quoi. À la fin, bon, le fils, il va vers sa mère, il tire à la cuisine. Il dit, mais qui c'est cette jeune fille? Qui c'est? Il était attiré par la jeune fille, il était intrigué. Il dit, mais enfin, quelle jeune fille? Qu'est-ce qu'on a ici maintenant? On va voir des jeunes filles. Elle veut faire tchouba. Toi, tu es dans un autre monde, dans ton monde. Ça n'a rien à voir, c'est pas pour toi, mon fils. Quand elle a dit, c'est pas pour toi, mon fils, wow, elle était étranglée, tu vois. C'est pas pour toi, c'est-à-dire, elle a dénigré son propre fils, tu vois. Et son fils, il était pot de colle, il voulait pas bouger. À la fin, bon, elle essaie plus quoi faire. Elle dit, quoi? Tu peux pas les lutter, au moins essaie de diplomate. À la fin, le fils, il va voir la mère et il dit, écoute, elle m'intéresse cette fille, elle m'intéresse. Mais quoi, elle m'intéresse, quoi? Elle m'intéresse. Tu as qu'à faire tchouba, qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle dit, écoute, parle-lui et je veux savoir si elle accepte de me rencontrer. La mère, elle va au salon en tremblant, elle ne sait pas quoi faire. J'ai emmené cette jeune fille pour faire tchouba, maintenant je dois lui échapper, je dois lui proposer mon fils, qu'est-ce qu'il est? Alors elle lui parle, lui dit, tu sais, mon fils, bon, c'est mon garçon, fais ce qui est bon pour toi. Mais il dit qu'il serait intéressé à faire tchouba, est-ce que tu aurais un peu de patience, quelques jours, il va tout de suite y rentrer dans le truc et tout comme ça. Et la jeune fille, elle dit viens, fais-le rentrer, qu'on boit un petit café comme ça. Et ils se sont entendus comme ça, et finalement, ça a marché. Il a fait tchouba, ils se sont mariés, les deux garçons. Comme ça. La morale de l'histoire, c'est la larme qui est tombée dans la pâte du gâteau que eux deux, ils ont mangé. Tu comprends? La larme d'une mère comme ça. Et ça, tous les jours, elle allait au côté de la Maravi, et là, ma shrina, ena, on zevet de côté de la Maravi. Elle quittera jamais la shrina, le côté. Il y a beaucoup d'histoires où les gens, ils ont vu des choses. Une très belle histoire. Beaucoup d'histoires au côté de la Maravi. Beaucoup. Histoire vraie. Enfin, vraie. C'est ce que c'est, l'histoire. La version, je veux dire, au niveau des détails, je peux pas te garantir que c'est au détail près, mais c'est une histoire vraie. Maintenant, on va faire peut-être dans Hachem sur un peu Eruv et Tafshilin. Parce que cette année, il y a le jour de Shavuot qui est juste avant Shabbat. Donc on doit préparer Eruv et Tafshilin. Eruv et Tafshilin, c'est-à-dire, comme on ne peut pas cuisiner en fait pour le Yom Tov, dans l'intention de préparer le Shabbat, Yom Tov c'est Kadosh aussi. Donc on a l'autorisation à condition qu'on ait déjà commencé de cuisiner le Yom Chol, c'est-à-dire avant la fête, la veille de la fête, on a commencé à cuisiner quelque chose, on aura le droit de poursuivre cette cuisson-là, de continuer à préparer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà commencé à Yom Chol. Ça, ce sera moutar, et avec une autre condition qu'on aura fait, Eruv Tafshilin, qu'on aura conditionné à cela. D'accord? On aura préparé un plat, quelque chose. Alors, on recommande de faire, par exemple, un pain et un œuf, un pain et une boulette. Mais il faut qu'il y ait au moins kazaït dans chaque chose. Le mieux, c'est de le manger le Shabbat, Soudat Shlichit, Soudat Boker. Ce qu'il faut, c'est que ce Eruv Tafshilin, tant qu'il est existant, qu'il n'a pas été consommé, alors on a le droit de cuisiner Yom Tov pour préparer Shabbat. D'accord? Mais si, par mégarde, on l'a mangé en Yom Tov, il a disparu parce que quelqu'un l'a mangé, à ce moment-là, on ne peut plus cuisiner. Parce qu'on compte sur ce Eruv Tafshilin pour que, sur ce support-là, on pourra continuer à cuisiner pour préparer Shabbat. Donc il faut le mettre de côté dans le frigidaire quelque part. Et il y en a qui disent que si c'est une pita par exemple ou un pain, quelque chose, alors chaque fois que tu fais kiddush ou tu fais un motzi lechem naaretz, mets-le comme lechem mishne, comme deuxième pain, tu vois. Pourquoi? Parce que comme c'est une mitzvah dans ce pain-là, fait que sur ce pain-là, il y aura d'autres mitzvot encore. Et donc quand tu le mangeras à Shabbat, c'est un pain sur lequel il y aura beaucoup de mitzvot. C'est pas obligé, mais c'est une bonne chose à faire. J'ai entendu le Rav Siboni, Oui, le Rav Siboni, le Rav Jérusalem. Oui, Jérusalem, par rapport au Eruv Tafshilin, il disait même, ça pose un problème d'une part pour pouvoir cuisiner comme tu l'as bien souligné, d'autre part même pour la carte Nerot. Exactement. Sauf que il y en a qui font le Eruv Tafshilin parce qu'en principe, bon, ce qui est recommandé, ce que les gens ont l'habitude de faire, maintenant on a frigidaire, on a la plaque chauffante, on a tout. On préfère préparer tout avant la fête. Et qui c'est qui va se mettre à cuisiner? Bon, c'est assez rare que quelqu'un se mette à cuisiner, d'accord? On peut. Attends, même ça, il faut faire le Eruv.
Oui. Sachant bien qu'on ne doit pas Alors, cuisiner. le problème, c'est que La si veille. on ne veut qu'allumer les bougies la veille de Shabbat pour préparer le Shabbat, ça aussi c'est une mélacha. Oui. D'accord. C'est interdit de faire ça Shabbat. Ça, c'est- Donc on fera ça à Yom Tov dans l'intention de préparer le Shabbat à Yom Tov. Mais le Shulchan Aruch, il a ramené que le Eruv Tafshilin, c'est pas pour allumer, pas allumer la bougie. Non, c'est pas uniquement pour C'est ça. une marloquette et on ne pourra pas faire la bracha sur le Eruv Tafshilin parce qu'attention, le Eruv Tafshilin a une bracha. On va arriver à la bracha. Il faut faire une bracha sur le sidour, c'est écrit. Attends, comment ça, on n'a pas le droit? Une seconde. On ne prépare le Eruv Tafshilin et on dit une bracha sur ce Eruv Tafshilin, Oui, oui, d'accord, la veille de la fête. oui. Si possible, l'après-midi, pendant qu'on prépare la fête, on fera la bracha du Eruv Tafshilin. Mais cette bracha-là, c'est à condition qu'on sait qu'on va cuisiner quelque chose pendant Yom Tov. Mais si par exemple quelqu'un elle a tout préparé, elle va rien cuisiner, à ce moment-là, la bracha elle sera levatala. Alors, le truc, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a un mecham, par exemple, une bouilloire pour l'eau chaude pour préparer le thé. Alors pendant Yom Tov, on ajoute quelques verres dedans, on ouvre le couvercle, on rajoute 4, 5, 6 verres pour faire monter le niveau. Le lendemain matin, l'eau elle est bouillante. Et cette eau-là, elle n'est pas cuite. Donc c'est une cuisson mamash, zemelacha adoraita. Et donc de là, on aura cuisiné quelque chose pour le Shabbat. Pour que donc la veille, le jour de la fête, l'après-midi, on met des verres parce qu'on a bu du café, ça s'est diminué le niveau. On rajoute quelques verres pour que pendant les heures qui vont suivre, ça va bouillir. Et à ce moment-là, Shabbat, on aura assez d'eau bouillante pour faire du thé et du café. On aura préparé ça pour Yom Tov. Et donc la bracha, elle... Comment? On pourrait faire la bracha. Voilà, ça Parce suffit. qu'on a rajouté de l'eau. Ça suffit de faire la bracha. Ça suffit ça pour que la bracha elle soit protégée, d'accord? Exact. Je peux revenir sur un petit détail. Attends une seconde. La bracha, c'est Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu mitzvotav tzivanu, al mitzvat eruv. Al mitzvat eruv. Et après, on dit, Bedin eruva yeshare lana lafouye. C'est-à-dire, sur ce eruv-là, il est là, il sera permis pour nous, yeshare lana, mutar lanu, lafouye, il va chouler, il va tlouke sharga. Les fautes, c'est cuire le pain ou le gâteau. Les vaches choulées, c'est cuire un tafshil. Et la adlouke sharga, et allumer la bougie. Mais attention, si c'est que adlouke sharga, c'est que pour allumer la bougie, on ne peut pas faire la bracha dessus. À ce moment-là, celui qui sait, il est invité par exemple, et il sait que la seule chose qu'il fera, c'est allumer la bougie, il fera le eruv tafshil, mais sans bracha. Il dira le noussar. S'il rajoute de l'eau, mais ça que si. Oui, mais s'il est invité ou alors il est dans un endroit où il y a un système... Comment tu vois? Il est dans un endroit où il sait que tu restes 5 minutes, reste. Non, je Il est correct. Je tenais au courant, pour demain soir, c'est pas Ok. la rose, mais j'essaie de retrouver. Écris-moi pour demain. Hein? Écris-moi. D'accord. D'accord, merci. Allez, Quoi, tout? Et pour Shavuot, ouais, Shavuot, c'est bon. Ouais. c'est bon, la vie est belle. Ah. Alors, si je sais d'avance que je ne ferai qu'allumer la bougie, et parce que je suis dans un hôtel, je sais rien moi, il est dans une histoire, oui, il ne pourra pas aller au Mecham. Il n'y a pas de Mecham ouvert, c'est quelque chose de bouclé, de fermé, tu n'es pas chez toi, tu peux faire ce que tu veux, etc. À ce moment-là, tu ne fais pas la bracha sur le Eruv Tafshil. Bon, on devrait la dire quand cette bracha, si on rajoute. La veille, le mieux, c'est la veille. C'est La veille de la fête. C'est quand la veille. Par exemple, la fête, elle rentre jeudi soir, n'est-ce pas? Alors le jeudi après-midi. Ah voilà, ok, très bien. Même jeudi matin, ça va. Avec bracha. Avec bracha. Il ne faudrait pas oublier de rajouter de l'eau. Oui, et ça, tu tiens. Par exemple, si tu as décidé de prendre un œuf dur. Chazal, l'idée d'un œuf dur, c'est mieux parce que c'est pratique. Parce que quand on est dans les pays chauds, Ah oui, oui. il n'y avait pas les frigidaires ou quoi, l'œuf dur, il tient le coup. Tu prends un œuf et une pita, ça suffit. C'est bon, c'est bon. D'accord? Et si tu as fait des petits pains, ta femme elle fait des petits pains ou quoi, tu prends un pain et tu prends l'œuf, tu tiens les deux. L'un c'est affouillé, l'autre c'est bichoulé. Et tu tiens les deux parce qu'il y a de marloquettes, on ne va pas rentrer dans les détails. Tu fais ça, tu le mets dans un sac, tu le mets dans un coin pour que ce ne soit pas consommé avant Shabbat. Et là, tu auras le droit, pendant le jour de la fête, de cuire pour le Shabbat. Et si on n'a pas fait tout ça, on peut quand même. Alors, Bediava, tu comptes sur celui du Rav de la ville, effectivement. Le Rav de la ville, Une fois, c'est tout. non, c'est pas que c'est une fois, c'est tout. En principe, la Gemara, elle ramène qu'il y en a un, effectivement, il était triste. Le Rav lui dit pourquoi tu es triste. Il dit j'ai oublié de faire les Tafshil. Il dit moi j'ai eu l'intention d'acquitter toute la ville. Il dit très bien. L'année suivante, à nouveau il était triste. Il dit pourquoi tu es triste? Il dit la même chose. Il dit ah,
Voilà. 2 fois, c'est déjà, ça veut dire que tu es négligent, ça veut dire, et là il était en colère, il a dit non, pas en colère, mais il a dit non, je j'ai pas l'intention d'acquitter des gens comme toi. Mais, alors il y en a qui disent que si c'est plusieurs fois, c'est pas bon. Mais Dafka, on peut raisonner au contraire. Si lui, il a dit qu'il était, il aurait réprimandé parce qu'il pensait qu'il était négligent. Mais ça veut pas dire, ça veut dire que ça dépend de l'intention du Rav. Si le Rav, il inclut aussi les négligents, alors ils seront acquittés aussi, même s'ils sont négligents. Donc c'est pas Dafka que exclusif, tu vois. Juste dans le cas où le Rav, il a l'intention d'être un peu exclusif. Ceux-là, je les acquitte, ceux-là, je les acquitte pas. Mais si tu inclus tout le monde, bah rien. Toi aussi, à la limite, tu peux dire j'ai l'intention d'acquitter tout le monde de la ville, même si tu n'es pas le Rav de la ville, c'est pas grave. Tu comprends? Donc tu comptes sur le Rav de la ville ou celui qui aurait fait, effectivement. Ton voisin, il te dit Nbaya, j'ai l'intention de t'acquitter à toi aussi, ça marche. Mais bon, les khatrila, c'est pas comme ça. 3 par exemple, je suis tout à fait dira 3 personnes comme dans l'université ou Merkaz-Kita quand on était, qui vivent ensemble et qui ont leur cagnotte, chacun son coin dans le frigidaire, ils partagent pas les achats. Chacun, il achète ce qu'il aime et avec son argent. À ce moment-là, chacun doit faire le tafshilin différemment. Bon, séparément. Sauf dans une famille où, par exemple, tu as ta femme, tes enfants, tout ça. À ce moment-là, toi, tu fais et tu acquittes toute ta famille. Si ta femme, c'est elle qui cuisinera, c'est mieux, c'est pas obligé, mais c'est mieux qu'elle entende le Ruv Tafshilin et qu'elle entende le Noussar, ce que tu vas dire, la phrase, que je m'apprête sur ce Ruv Tafshilin, que j'aurai le droit de cuisiner, etc. C'est elle qui va cuisiner, donc c'est bien qu'elle entende ça. Comment? C'est l'homme ou la femme de dire ça? C'est l'homme de le dire en principe, mais la femme, elle peut le dire parce que c'est elle qui va cuisiner aussi. Donc, ça la concerne un peu plus. Mais toi, si tu sais que la seule chose qui sera à faire, moi, dans mon cas, chez moi, la seule chose qui sera faite, en principe, c'est le mecham, le boiler, l'eau chaude. Donc, c'est moi qui dis le noussar, c'est moi qui ferai la cuisson, c'est moi qui ferai tout. Donc, j'ouvre le couvercle, pendant la fête, l'après-midi, j'ajouterai un bro, tu vois, un bro ou deux. Et puis pendant quelques heures, je remplirai un thermos avant pour qu'on ait de l'eau chaude pour le café au repas et tout. Et au milieu de la nuit, tranquille, quoi. Le mecham, il sera complètement bouillant, tu vois. Cela dit, il y a aussi un autre truc. Question? Oui. Qu'est-ce qu'on dit dans la bracha du Tafshilin? Voilà, il explique là. Il dit. C'est qui là? Guy? Eliaou, Guy, ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Oui, Il demande ce que tu fais là-bas. Je l'attends. Il veut pas que je te réponde, il veut d'abord que tu dises ce que tu fais là-bas. Bon, après, on parlera. Hein. Tes parents, ils sont là? Ils sont là, oui. Je voudrais leur parler après. Le noussar, c'est comme ça. Badin eruva, yeshare lana la fouye ou le vachoule ou le kesharga ou le me'abad kol tzachana biyom tov le shabbat. Tu peux le traduire aussi. C'est-à-dire, par ce eruv, tafshilin, il sera permis pour nous de cuire le pain, de cuire un plat et d'allumer les bougies et de faire tous les besoins qu'on a fait, c'est-à-dire d'autres melachot aussi pour préparer les melachot qu'on a le droit de faire pendant Yom Tov, pas n'importe quoi on a le droit de faire, pour préparer le Shabbat. D'accord? On dit ce noussach là. Et si on sait qu'il y a une melacha précise qu'on devra faire, à ce moment-là il faut la dire. Par exemple, si tu veux faire un gâteau, tu diras bon, alors les vachoulés ouga, vachoulés l'achma, tu vois, un lechem, tu vois. Rifta. Donc, c'est ça pour le Ruv Tafshilin. Il y a d'autres détails encore. Quelque chose qui est intéressant, c'est que Chus La'aretz, cette année, Chus La'aretz, le jour de Shabbat, ce sera en fait jour de fête chez eux. Ce sera le deuxième Yom Tov Sheni. Et ça veut dire que pendant le Yom Tov Sheni, nous, ce sera pour nous Shabbat, on entendra la paracha de la Shavua. Mais en France, non. À l'étranger, ils n'entendront pas la paracha de la Shavua. Ils entendront la paracha du Yom Tov. Donc ils auront une paracha de retard. D'accord. Donc celui d'Israélien, par exemple, qui se retrouve à l'étranger, il ne peut pas faire un minyan d'Israélien. Il n'a pas le droit. Et à moins que ce soit un endroit où il n'y a pas du tout de juifs. Mais si c'est un endroit où il atterrit dans une communauté ou quoi, il sera avec eux dans la synagogue, il n'entendra pas la paracha de Shavua. Donc quand il reviendra ici, il aura une paracha de retard. Il faut alors redire ça lui est arrivé. Chose comme ça. Il a demandé pardon au Kahal. Il a dit, je vous demande pardon, je vais lire toute la paracha. Il est monté Rishon. Et au lieu de lire le Kohen, il a lu toute la paracha précédente lui-même. Et ensuite, il a lu le Kohen de la paracha suivante. Et comme ça, pour
pour compléter le truc. On va dire ça, c'est Khumra, mais il voulait le faire. Parce que c'est lire la paracha de Shavua, c'est Chovat HaTzibur. C'est pas Chovat HaIsh. Donc, c'est pas obligé de rattraper. Comment? C'est toute la semaine pour la lire. Oui, mais la lire de l'entendre du Sefer Torah, même si tu l'as sur le Chumash, tu ne veux pas être acquitté de la lecture publique du Sefer Torah en minyan, Shabbat, Osman approprié, etc. C'est pas tout à fait la même chose. C'est sûr que celui qui est à l'hôpital, à l'armée ou n'importe quoi, qui n'a pas de minyan à un endroit, c'est sûr qu'il vaut mieux qu'il lise. C'est mieux que rien qu'il lise sur le Chumash, d'accord. Mais même ça, c'est pas obligé. C'est pas... Et même par exemple, quelqu'un il s'est endormi, il a loupé. Ça peut arriver, rarement, mais ça peut arriver. Une personne a loupé là, il n'y a pas d'autre minyan. Il arrive, il débarque, il arrive à Moussaf, après à la fin de la lecture, ou en plein milieu. Est-ce qu'il doit compléter la lecture qu'il a loupée ou pas? Réponse non. S'il veut, il peut le faire, mais il n'est pas obligé. Si Benakel, il trouve un autre minyan retardataire, il entend la partie de la paracha qu'il a loupée, c'est bien, mais il n'est pas obligé de le faire. Pareil pour Birkat HaKohanim. Il a loupé Birkat HaKohanim. Il n'y a pas eu de Kohen. En face, il y a une synagogue, ils font Kohen. Est-ce qu'il doit aller écouter Birkat HaKohanim? Il n'est pas obligé. S'il veut, il peut. Il reçoit une bracha, mais il n'est pas obligé. Il y avait le Rav Inon Chori, Zatzokal, Saïkosh Bracha. Il était tombé malade quelques jours. Il avait donc loupé beaucoup de tfilot au minyan. On l'a vu à Itzkovitch, c'était à Bnei-Brak, qui s'est à Bnei-Brak. Il rentre à Itzkovitch de minyan en minyan, comme ça. Il courait de minyan en minyan. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, comme plusieurs jours il était alité, il était au minyan, il va entendre des kadishim pour rattraper. Bon, c'est des chumot, c'est des gens qui étaient tzadikim, ils vont le rattraper. C'est pas obligé. Cela dit, il vaut mieux quand même cuisiner avant, même celui qui a fait Eruv Tachilin. Alors vous allez poser la question, pourquoi s'il vaut mieux cuisiner avant? Pourquoi faire Eruv Tachilin? À la limite, c'est pas la peine. D'accord? Il y a un inyan que toutes les mitzvot, d'abord c'est mitzvah des Rabbanan. D'accord? Ça veut dire que il faut qu'il y ait kazaït, mais quel kazaït? D'après le Rambam, 18 grammes ça suffit pour kazaït. 27 grammes d'après Rashi. Alors, nous pour la bracha, toujours on cherche les 27 grammes, parce que comme il y a une bracha, et on craint bracha levatala, on cherche l'achmir. Mais là, comme le Eruv Tafshilin il est des Rabbanan, s'il a un kazaït du Rambam qui est 18 grammes, ça fait que des Rabbanan, les koulas. Et donc ça marche même avec 18 grammes, 20 grammes. Chaque fois qu'il y a des Rabbanan, ça fait que des Rabbanan et koulas. Comme il n'y a pas de problème de bracha levatala ou quoi, on peut le faire avec 18 grammes. Comme ça, il écrit là. Ah oui, alors pourquoi faire le Eruv Tachilin au cas où on n'aurait éventuellement pas besoin? Parce que des Sheti Shamer, à Torah Azot Loti Shachar, pour pas qu'on oublie cette Torah-là. Il y a un yan de toujours maintenir cette mitzvah-là, la coutume de ne pas oublier. On ne fait pas uniquement cette mitzvah parce qu'on a besoin de cette mitzvah. Au contraire, on cherche les mitzvot pour en gagner encore plus de mitzvot, pour recevoir de la kedusha, cher kideshanu, les mitzvotav et tzivanu. Il y a aussi Kideshanu, qui nous a sanctifié. Celui qui fait plus de mitzvot, il est plus sanctifié. Donc on ne cherche pas à éviter les mitzvot parce qu'on n'a pas besoin. Donc celui qui a la possibilité à la limite, de chercher sur la bouilloire pour ajouter quelques verres d'eau, pour qu'il puisse faire bracha, c'est mieux. Prenez le truc. Vous avez des questions sur la fête, quelque chose? Oui. Yom Tov, on doit manger de la viande et boire du vin. Ouais, chazak. Le lait lacté, on peut, mais... Alors, plusieurs questions sur le lait aussi. D'abord, on n'est pas obligé de boire le lait. Le tafel est devenu, car le secondaire, il est devenu essentiel. Les supermarchés sont pleins de produits laitiers, tout ça. Comme si c'était une fête de lait. Mais bon, d'abord, pourquoi cette histoire de lait? Quel rapport entre le lait et Shavuot? C'est parce que comme on a reçu la Torah, du moment qu'on a reçu la Torah, il nous est dorénavant devenu interdit de consommer ce qu'on avait l'habitude de consommer avant. Les kélim, les casseroles, tout ce qu'on avait dans le désert, il fallait les cachériser, faire agala, les faire bouillir, il fallait faire shrita, il fallait toutes sortes de choses et ce qui était plus long, c'est-à-dire le long terme pour arriver à un plat de viande, c'était la viande plus que le lait. Le lait, il faut traire le lait. Et c'est tout. Mais la viande, il faut faire shrita, il faut préparer. Donc c'est beaucoup plus lourd et lent à faire un plat de viande que de lait. Donc en fait, dans le désert, quand on a reçu la Torah, c'était plus Benakel, plus proche de nous des produits laitiers. Et c'est pour ça que
il y a cette histoire de produits laitiers. Il y a d'autres raisons encore. Il y a d'autres raisons, ça, pourquoi c'est le lait, etc. Mais ça, c'est la raison du Midrash, que par une notion pratique, du fait que dans le désert, on avait les nouvelles lois qui se sont pas abattues, mais on est tout d'un coup devenus assujettis à ces nouvelles lois pour nous. De fait, il y avait plein de choses à faire pour préparer la cuisine, et notamment les plats de viande. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pour ça manger de la viande, qu'on est obligé de boire du lait et des plats laitiers. Non, on n'est pas obligé. À la limite, même si tu ne bois pas de produits laitiers, ça va, il y a une barrière, tu vois. Alors la solution pratique, c'est quand on se lève, par exemple, quand on arrive de la tfila le matin. Celui qui a passé la nuit à étudier, qui a été tfila benetz. Et honnête, c'est possible, il faut quand même un peu de tact. Parce que parfois, quand tu arrives dans un minyan où certaines personnes, elles ont été dormir, d'autres, elles n'ont pas dormi. Alors ceux qui ne sont pas dormis, moi une fois ça m'arrivait à Natania, je suis tombé dans un minyan comme ça, on n'a pas dormi de la nuit. Et il est venu, l'un des gabaïm, il avait dormi, il disait, qu'est-ce que c'est que ça? Vous bâclez la tefila, vous allez vite comme ça. Et nous, on était en train de s'endormir, tu vois, debout. Il fallait pas qu'on s'arrête une seconde parce qu'on s'endormait debout. Et lui, il était en train de nous réprimander, tu vois. Bon. Alors là, le Bediavad devient les khatrila, c'est-à-dire pour ne pas qu'on s'endorme, il faut pas, comment dirais-je, ça y est, faire des mélodies et tout, on va s'endormir. Il faut que la tefila soit un petit peu rapide, parce qu'il faut sauver l'essentiel. D'accord? Et c'est nachon, c'est bien de faire comme ça. Ça s'appelle pas bâcler. C'est pas qu'on se lève, on a dormi bien la nuit, Shabbat, on arrive, on a dormi 8-9 heures, et puis maintenant on a toute la force. Non, maintenant il nous manque plein d'heures de sommeil, on est éclaté. Donc il faut sauver l'essentiel, il faut faire la tefila d'une façon avec un bon rythme. Et c'est bien, c'est comme ça la mitzvah elle doit faire. Pas la brioute, s'il a dormi toute la nuit comme ça, maintenant il a le temps, ok, qu'il ait notre minyan, mais qu'il nous laisse tranquille. Nous, il faut qu'on fasse la tefila, et puis qu'on... Alors maintenant, quand on rentre à la maison, la famille, ils sont tous endormis. Qui c'est qui va faire kidouche avec toi? D'accord? Et maintenant, on peut ni goûter, ni boire, ni manger sans kidouche. Tu fais kidouche. Alors on fait kidouche à la maison. Et là, on prend quelque chose de laitier. Voilà, un yaourt. Tu prends un petit Nescafé ou quelque chose, un yaourt. Ouais. Il faut manger kazaït de pain. Mais tu fais mieux. Tu fais une tiratadaïm. Et en plus, tu résous un autre problème en faisant ça. Tu fais une tiratadaïm? Si tu manges que kazaït, on fait une tiratadaïm, mais sans bracha. Si tu manges kabetza, 27 grammes x 2. Gâteau au fromage. Ah, c'est mésonote. Oui, ça aussi. Tu prends, ouais, mais attention, gâteau au fromage, il faut que ce soit pas les gâteaux au fromage où il y a presque pas de farine, où il y a juste une petite plaque en dessous. Il faut qu'il y ait un kazaït de mésonote, de pas la partie fromage. Il y a même des gâteaux de fromage où il n'y a pas du tout de farine. 5% ou rien, tu vois. Ça ne devient pas mésonote, ça reste chez Akol. Et alors on n'est pas acquitté du kidouche. Donc il faut un gâteau qui soit avec de la pâte, tu comprends? À ce moment-là, tu fais ça laitier. Et agave que tu fais ça laitier le matin, tu vas pas manger du merguez à 7h30 du matin, tu peux, mais... Et à ce moment-là, bon, tu feras la petite tradition du produit laitier. Et le problème que tu résous, c'est d'abord, si tu te lèves, tu as envie de manger quelque chose, de goûter quelque chose, tu ne seras pas obligé de jeûner jusqu'au kidouche. Et deuxièmement, parfois, bon, tu vas trop dormir, ce qui n'est pas recommandé. Mais tu vas trop dormir, tu vas te lever après Chatzot et une demi-heure. À ce moment-là, on dépasse Chatzot et ça ressemble à un jeûne. Et c'est assourd mais d'oraïta de la Torah de jeûner à Yom Tov. Donc le fait que j'ai déjà fait un kiddush le matin après la tefila, même si je me suis levé trop tard, j'aurais pas jeûné. Bon, maintenant je suis pas tout seul, il y a la famille aussi, eux aussi, il faut pas qu'ils jeûnent. D'accord. Maintenant, cette année, vu que le jour de la fête, elle est avant Shabbat, il y a des gens, ils ont l'habitude, ils se lèvent, bon, le mari, les garçons, ils ont été à la tefila, ils n'ont pas d'appétit, ils goûtent un petit brunch comme ça, tu vois, avec quelque chose de laitier, léger, et après ils font un repas kaved vers 3h l'après-midi, tu vois. Il y en a qui font comme ça. Mais cette année, c'est pas recommandé, parce que cette année, c'est la veille de Shabbat. Et donc on ne veut pas se remplir de manière que le repas de Shabbat soit... tu veux pas manger, on n'a pas d'appétit. Donc il faut essayer de l'agdim. Manger vers midi, 11h, 11h30, c'est le mieux. De manière que l'après-midi, bon, jusqu'au soir, le Shabbat tombe assez tard. On aura faim, on pourra bien manger le Shabbat, Bete Avon. Ce sera un kavod pour la Souda de Shabbat aussi. Et l'après-midi aussi, ne pas c'est Yom Tov. En Simra, et la Basar Veyain. Enfin, un repas, il n'y a pas de Souda Shlichit Yom Tov. Il n'y a que deux repas. Le repas de la veille au soir avec le kidouche de la nuit. Et le repas du matin, qu'on fera vers les 11h ou comme ça, à cause de la nuit de veillée. Et donc, l'après-midi, c'est optionnel, c'est en plus. Donc là, il ne faudra pas se gaver.
c'est possible. Goûter parce que c'est Yom Tov, ok, mais pas se gaver. L'Ichvod, Shabbat. D'accord. Donc il faudra faire attention à ça. Et avant l'entrée du Shabbat, allumer les bougies. Les varech, asher kideshanu, mitzvotav etzvanu, la adlik ner shel Yom Tov, shel Shabbat, pardon. D'accord. Parce que c'est pendant Yom Tov, mais pour Shabbat. Préparez les, si c'est petit tsaf, si c'est des petites tiges avec le liège comme ça troué, pour le préparer avant. C'est déjà préparé d'avance. C'est mieux préparé avant. B'diavad, il me semble que c'est pas totalement interdit, mais c'est quand même pas terrible. Il faut le faire avant ça. Avant le Shabbat, il faut préparer 4, c'est-à-dire 2 bougies pour Shabbat, 2 pour Yom Tov. 2 pour Yom Tov, 2 pour Shabbat. Ensuite, on remplit, donc on enlève les anciens. Si elles sont encore bonnes, tu utilises, mais enfin, c'est pas évident qu'elles soient encore bonnes. Tu remplis l'huile et tu mets les nouvelles et tu allumes. Pendant Yom Tov. hein. Parce que Shabbat, c'est interdit, ça saut. Mais quand pendant Yom Tov? Avant, juste avant que tu... C'est la femme qui fera ça. Toi, tu seras à la synagogue, toi. Pendant que tu es à la synagogue, elle fera ça. On ne peut pas faire ça trop tôt. Il ne faut pas que ce soit plus qu'une demi-heure avant l'entrée de Shabbat, sinon c'est pas Nikar. Ça saute pas aux yeux que si il faut de Shabbat. Si on fait ça 1 heure avant le Shabbat, bon, c'est pas évident que c'est pas Nikar, il n'y a pas de mise en lumière que c'est pour Shabbat. Donc il vaut mieux que ce soit proche du Shabbat. Un quart d'heure, c'est trop peu, mais disons 20 minutes, tu vois. Une demi-heure, pas plus qu'une demi-heure. Enfin, plus tu peux. Mais 30-40 minutes, allez, ça va, même 40 minutes, ça va. Moins qu'1 heure, en tout cas. Moins qu'1 heure. D'accord. Des questions encore? Alors, n'oublie pas, Kriya Moed. Si, donc, l'écart du Tikkun, ce sera donc la première partie de Torah chez Bertav. Et avant minuit et demi, avant minuit 37, le finir, c'est l'essentiel. Donc, celui qui veut se reposer, on récapitule brièvement, il vaut mieux qu'il se repose après. Après qu'il ait fini la première partie du Tikkun qui est l'essentiel, que c'est Torah Shebertav, c'est le résumé de tous les parachutes, 3 premiers psukim et les 3 derniers psukim, sur tous les sfarim, tout le Tanakh. Finir ça avant Chatzot Halayla, que c'est 12h35 à peu près, et ensuite finir le Tikkun si possible. Maintenant, si la personne elle s'endort et qu'il y a dans la synagogue, il y a dans le Beth Midrash, il y a quelqu'un qui explique les Tariag Mitzvot, tu expliques les 10 commandements, qui donne des shurim, quoi, comme nous on fait chez les Français, où ça nous aide à rester éveillés dans une ambiance. À ce moment-là, c'est mieux plutôt que de somnoler et de s'endormir tout le temps. Si ça nous maintient, avec des kushiyot, des midrashim, des questions, tout ça, qui parlent des 10 commandements, qui parlent de Matan Torah, qui parlent de sujets qui sont importants pour nous, et même de halakha ou quoi, de plusieurs sujets différents, ou alors de Ruth à Moavia, comment elle a reçu la Torah, etc. À ce moment-là, c'est bien. C'est même peut-être parfois mieux pour la personne qui sait que elle va craquer, elle va s'endormir. Si elle sait que ça va la maintenir éveillée, à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle aille à des shurim, qu'elle tienne le coup jusqu'au matin avec questions-réponses, etc. pour ça maintient éveillé, tu vois. Des questions énervantes et des réponses calmantes et des réponses. Ça, c'est des choses qui font que la personne, elle est mise en défi, donc on est tenté de rester réveillés ensemble. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour Shavuot? Pour Shavuot Hashem, on fera entre nous, on fera un shiur ici à Elad. On commencera. Si pour l'instant, on parlera. Je l'écrirai sur le WhatsApp. Je l'écrirai bientôt. Où on sera. Nous, on fera des shiurim ensemble. Mais après Chatzot, la première partie de Chatzot, il faut que chacun lise son tikkun. D'accord. Les vades avec la communauté. Ne pas attendre l'heure de la communauté. Si c'est à 10h, il commence à 10h30 ou quoi. Commencez dès la maison. Dès après le repas, pendant que les gens y papotent ou quoi, ou avant, pendant qu'on attend les invités, commencez déjà pour que nous, on est parfois parmi nous des gens qui sont francophones, on lit plus doucement, donc prendre le temps, ne pas être trop belachatz, lire doucement comme il faut, essayer de comprendre les psukim, les lire sans avaler les mots, mot par mot comme ça, pour lire bien les lettres. Elles ont une grande toucha, toutes ces lettres de la Torah Sheba'al Peh, de Torah Shebertav. C'est notre Torah de Shebertav qu'on a reçue. Donc bien prononcer chaque chose si possible, évidemment. Hein, maintenant, c'est trop fatigant, ok, l'important c'est de le lire. Pour arriver à la fin du Tikkun avant Chatzot, et après, celui qui veut, il lit le Kriya Moed dans le Sefer. S'il veut faire par intermittence écouter quelques shurim, c'est recommandé parce que ça maintient en éveil, etc. Oui. D'accord. Faut trouver un truc. Essaye de voir, toi, et Joe aussi, là où tu te trouves. S'il y a quelqu'un, des gens qui donnent des shurim ou quoi, pour étudier en chavruta ou quoi avec quelqu'un, ça maintient en éveil,
Et toi, Serge, Oui, à Ajod, il y en a plein, je suis sûr. Dis-moi, mais où est-ce qu'elles sont comment dire, le tikkun, il est dans quel Tu trouves dans certains Sidurim de Shavuot, tu le trouves. Et sinon, il y a un livre qui s'appelle Kriyei Moed. Kriyei Moed, il ramène tous les tikkunim de l'année qui sont pendant l'année, Hoshana Rabbah, Shavuot, etc. Cherche le Sefer Kriyei Moed, essaie d'acquérir, ou alors dans la série des Sidurim pour les fêtes, tout ça, en principe, il y a le tikkun. Demande là aussi à la synagogue, demande qu'on te montre. C'est, tu vois, c'est arrangé où il y a les 3 premiers psukim de chaque paracha et les 3 derniers. Tout est préparé déjà, tu as juste à lire. C'est pas si long que ça, d'accord? Mais ça endort. Il faut pas manger trop lourd aussi le soir. Et autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que si pour nous les hommes, en simcha el bassar beyain, pour la femme et les enfants, c'est pas pareil. On l'a dit ça la dernière fois aussi. C'est que la femme, il faut pas oublier de lui acheter un beau cadeau, quelque chose qui lui plaît. Que ce soit un bel habit ou un bijou, quelque chose, une montre, quelque chose qui la rend joyeuse. Et c'est une mitzvah de la Torah, ça. Une mitzvah qui est importante. D'accord? Les samer et à... Le Tomer Dvorah, il dit que quand on est mesamrim et aisha, dans Tart et Mashmar, dans le lien des mitzvot avec la femme ou quoi, on est mesamrim et ashrina. Même quand quelqu'un, il arrange la maison. Même il arrange une pièce, il peint, il achète un meuble ou quoi, ou il bouge une fenêtre, il arrange quelque chose, il lui arrange un bon coin ou quoi. Il kaven, il taken ta shechina. Comme ça, il te met devant le ramak. D'accord? Donc, c'est-à-dire, à gvorot ametukot, il appelle ça. C'est-à-dire le fait de se brancher sur le matériel, donc acheter, faire des achats, mais c'est pas pour s'enrichir ou pour prendre des airs de riche ou quoi. C'est pour les samer et aisha, que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, ne pas oublier de l'etkaven, que c'est une mitzvah. Comment? Pas stam, parce que elle m'a sauté une corvée, tu vois. Faire une mitzvah, encore mitzvah. Cherkidesha no mitzvata vetzvano. Sans la bracha, évidemment, mais l'olishkwar ta kavana, ne pas oublier la kavana. Iratson, chez le Matan Torah, n'oubliez pas, on a le Matan Torah, c'est Shavuot très important. S'il y a encore des questions ou quoi, on peut s'écrire ou quoi. Et Shainu Chag Samer, donc jeudi prochain, il n'y aura pas de shiur, apparemment. Puisqu'on sera pendant la fête, on fera le kiddush, encore, on pensera, Kol Echad la Sheni. Chag Samer, Shabbat Shalom Echem. Shalom. Nitrei, tu vois. Oui, merci. Hein. Après, il veut t'appeler après.